Merci, bonjour ou bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous pour clôturer donc, la journée. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui pour moi est d'actualité, donc la confiance. Et mon propos, c'est de vous donner donc, quelques clés pour pouvoir le ramener donc, au niveau de vos organisations agiles et peut-être se servir. Si j'avais une ambition pour cette session, c'est peut-être de réussir à vous transmettre des choses que vous auriez envie de faire différemment, donc lundi de retour dans vos différents contextes, dans vos différentes entreprises. Donc, tout d'abord, un grand merci donc, à l'ensemble des sponsors qui permettent donc, la tenue de cet événement et cet événement gratuit. J'en profite pour remercier toute l'équipe d'organisation. Donc, ce type d'événement, alors ça fait une dizaine d'années que je viens et j'ai pris conscience avec les années que c'est un énorme boulot. Donc, un bravo et un merci à eux et je vous propose de les applaudir. Yes, merci pour eux. Tout d'abord, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Jérôme Mass. Je suis responsable du coaching, alors pas que Agile chez Electra, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on fait de l'agilité, mais notre ambition, c'est d'aller un peu plus loin, de repousser les frontières et de ne pas se cantonner donc, à l'univers IT. Si je vous parle de moi très rapidement, j'ai 47 années d'expérience, j'ai commencé très très tôt, et j'ai un certain nombre de convictions. Mes convictions, c'est, bon, sans surprise, hein, beaucoup de personnes les partagent. Je pense qu'il y a dans chaque être humain donc un potentiel qui demande qu'à être révélé. Si on fait preuve de rencontre et d'ouverture, ces potentiels ils peuvent se rencontrer, il peut y avoir des synergies. Donc on peut promouvoir et s'appuyer sur l'intelligence collective. Et surtout, je pense quelque chose qui est en train d'émerger d'un point de vue sociétal, je crois à cette notion de changement durable et de changement respectueux, donc à la fois des personnes, mais également des ressources. Donc pour ceux qui veulent me suivre, vous me retrouverez sur Twitter et sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je partagerai la présentation donc, à l'issue. Voilà pour moi. Où est-ce que j'évolue? J'évolue à Lectra. Donc, Lectra, c'est une entreprise qui est née sur Bordeaux, qui a grossi. J'y suis depuis 16 ans. Et j'ai la chance, donc, depuis une quinzaine d'années, d'avoir connu toutes les étapes de mise en place de l'agilité. Donc, à l'époque, j'étais manager d'équipe de développement. Donc, on a expérimenté localement et progressivement. Donc, on a essaimé. Et voilà. Que fait Electra? Très rapidement. Donc, on fournit des solutions logicielles et également donc, des machines de découpe pour différentes industries, la mode, l'ameublement et l'automobile. Multi-techno. On a en forte croissance actuellement, donc on rachète beaucoup d'entreprises et on est une R&D de plus de 400 personnes aujourd'hui. Voilà pour très rapidement vous présenter l'activité. C'est assez stas. S'il y a des gens qui veulent venir visiter, des fois je fais visiter si ça vous intéresse. Mon propos, alors la première des choses, je suis parti d'un constat de départ. On vient de connaître, alors je ne sais pas vous, mais moi ça a été le cas, donc 18 mois, je n'aurais jamais imaginé connaître ça. Bon, bien sûr, je parle du Covid-19, des choses que je n'imaginais pas. Donc, me retrouver confiné chez moi, dans mon salon, donc à télétravailler. Donc, moi qui fais de l'accompagnement, donc qui fait de l'humain, qui travaille beaucoup avec les groupes. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui ouais, vraiment a changé. Ce matin, on a parlé de changement de paradigme. Je pense que c'est un changement de paradigme sur cette partie-là. Mais plus globalement, qu'est-ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois? Mais pour moi, on a connu une crise de confiance. Donc, il y a eu énormément de peur sur la période qu'on a connue. C'est confiance, bien sûr, dans tout ce qui est gouvernement, confiance tout ce qui est autorité médicale, mais également confiance dans le monde de l'entreprise. Brutalement, retrouver l'ensemble des personnes du jour au lendemain en télétravail, ça a changé énormément de choses. Donc, ça m'a donné envie, c'est poser la question chaque année, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais partager? Donc, qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur donc, pour la communauté agile? Et ce sujet de la confiance, il s'est imposé donc, à moi. Voilà le pourquoi du propos aujourd'hui. Et pourquoi la confiance est importante pour moi, cette notion? Je partage une conviction avec ce monsieur. Alors, je ne sais pas si certains l'ont reconnu dans la salle. Il y a des marins? Un indice? Alors, effectivement, c'est Éric Tabarly, donc un marin donc avec un sacré caractère, mais au-delà de ça, il avait cette qualité donc à pouvoir fédérer des équipages donc autour de lui. C'est ce qui lui a permis de battre plusieurs records. Et ce monsieur, il avait une croyance profonde, forte, c'est que la confiance était un élément majeur à la réussite de l'ensemble des projets. Donc pour lui, une condition donc nécessaire. C'est une conviction que je partage avec lui.
Pour moi, sans confiance entre les membres d'une équipe, il ne peut pas avoir de succès. Alors, confiance. Donc, il y a deux types de confiance. Alors, il y en a plusieurs. Je vais mettre de côté la notion de confiance en soi. Ce n'est pas le propos du talk que je vous fais aujourd'hui. Mais pour moi, il y a deux différentes notions donc, dans la confiance. Alors, peut-être un indice. Est-ce que vous savez comment on traduit confiance en anglais? Trust, ouais. Et il y a un deuxième mot, effectivement, confidence. Et donc, pour une fois, la langue anglaise est plus riche que la langue française. Il y a deux notions qui sont deux notions différentes derrière. Donc, la notion de trust, je vais vous parler de confiance interpersonnelle, confiance donc, avec l'autre, relation donc, qui s'établit. Et la notion de confidence, je vais vous parler de confiance organisationnelle. Alors, je vous ai mis des définitions. Donc, c'est pour ceux qui aiment les définitions. Donc, confiance interpersonnelle, c'est une croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne, qui fait ce que l'on est, incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une notion donc, de relation, de lâcher prise par rapport à l'autre. La deuxième est beaucoup plus simple, c'est un sentiment de sécurité et d'harmonie. C'est une notion de confidence, de confiance organisationnelle. Donc, avoir confiance au reste de l'organisation, avoir confiance donc, dans le reste de l'équipe. Voilà, deux notions différentes et c'est intéressant donc, de prendre confiance. Et pour moi, il y a trois bonnes raisons de travailler sur la confiance. Alors, cette jeune fille, vous l'avez peut-être croisée aujourd'hui, elle fait la fierté de son papa. Alors, son papa, c'est moi. Elle vient d'avoir 18 ans. Je fais un lien avec la présentation qu'a fait Migé tout à l'heure sur la méthode Montessori. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre mes enfants dans un groupe scolaire public et qui appliquait la méthode Freinet. Et je pense que la vertu de ce type de méthode, c'est que ça permet de développer la confiance donc, des enfants et la notion de confiance en soi. Donc, pour moi, la première vertu de la confiance, c'est qu'elle permet de révéler le potentiel individuel de chacun. Pourquoi je vous ai montré la photo? Et pour moi, elle est symbolique de la confiance en soi qui peut être développée. Cette jeune fille, elle n'a jamais été très entreprenante. Et je lui ai posé, elle a eu 18 ans il y a le mois dernier, je lui ai demandé qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau d'anniversaire. Et je lui ai proposé, je trouverais sympa, elle n'avait pas d'idée, elle ne voulait rien de matériel. Peut-être d'un point de vue expérientiel, est-ce que tu ne veux pas faire un voyage ou quelque chose comme ça? Et elle dit non, non, je ne vois pas. Et une semaine plus tard, elle est revenue me voir, elle dit papa, je voudrais sauter en parachute. Alors là, sa mère est devenue toute blanche sur cette partie-là. Mais j'ai trouvé ça génial et elle a eu zéro appréhension. Enfin, si ça avait été moi, je n'aurais pas dormi la nuit d'avant. Hein. Bon, après l'avoir vu sauter, j'ai qu'une envie, c'est sauter à mon tour. Donc, je vous raconterai l'année prochaine si j'ai sauté en parachute. Si j'ai réussi à ouvrir mon parachute d'ailleurs. Révéler le potentiel individuel de chacun, c'est la première chose, la première vertu que je vois. La seconde, est-ce que vous reconnaissez ces messieurs? Yes. Donc, c'est les champions olympiques de volleyball. Mais je trouve que moi, je suis un ancien volleyeur. Alors ça, c'est du temps où j'avais encore un genou. Et cette équipe, pour moi, elle a de spécifique. Moi, je suis le volley depuis tout petit. Hein. Donc, 47 ans, ce n'est pas un secret, je l'ai affiché. Et donc, depuis l'âge de 11 ans, je suis l'équipe de France de volley. Et j'avais une énorme frustration, c'est que cette équipe, il y avait beau avoir des talents donc, individuels, mais elle n'a jamais performé. Et ce que je trouve remarquable, c'est que cette équipe, clairement, pour moi, ce n'était pas la meilleure hein, sur les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs de préparation ou autre. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'est joué pendant le tournoi. Cette équipe, elle a développé une confiance donc, en elle, une confiance les uns avec les autres. Et c'est ça qui a permis donc, de performer. Pour moi, c'est notre vertu de la confiance donc, au sein des équipes. Ça permet à une équipe de progresser, de s'améliorer et de devenir performante. Donc, performance individuelle, performance collective. Et une troisième notion qui est une notion importante, qui est en lien donc, avec la confiance organisationnelle. Alors, vous l'aurez vu, j'ai mis des caméléons, hein. Je n'ai pas fait preuve d'originalité, c'était pour garder donc, un fond vert. Mais au-delà de ça, il y a une citation de Darwin que j'aime beaucoup, ce qui concerne donc, les espèces. Donc, les espèces qui survivent, ce n'est pas forcément les plus fortes, mais c'est celles qui s'adaptent le mieux. Et pour moi, cette notion donc, de confiance organisationnelle, c'est ça qui va permettre l'adaptation des organisations. Pour moi, sans cette notion de confidence, de confiance organisationnelle, il ne peut pas y avoir d'adaptation. Donc, en ça, pour moi, cette notion de confiance, elle est primordiale. 4 choses fondamentales que je voulais partager donc, avec vous. Alors, fondamentales, c'est pour moi. Autour de la confiance, il y a énormément de littérature. On a pu passer 2 jours sur le sujet. Mais c'est 4 choses que moi, j'ai extraites, que je trouvais intéressantes.
Je continue les devinettes. Est-ce que vous connaissez cette statue? C'est le quart d'heure culture, hein, c'est fin de journée, c'est pour ça. Alors, c'est une statue de Rodin. Donc, c'est une statue de Rodin et c'est une statue de Pygmalion et Galatée. Est-ce que vous connaissez donc la légende mythologique, c'est en fin de journée, donc autour de Pygmalion et Galatée. Donc, Pygmalion, c'était un sculpteur. Et il a entrepris donc, de sculpter une sculpture, donc Galatée, une superbe femme. Et à force de la regarder d'une certaine façon, il en était tombé amoureux, cette statue, elle a pris vie. Et pour moi, c'est ce qui représente l'effet Pygmalion. C'est quoi l'effet Pygmalion? Et c'est une invitation que j'aimerais vous faire aussi donc, dans cette conférence, c'est adopter un autre regard par rapport à l'autre. C'est un regard rempli de confiance. Regardez réellement l'autre en disant que cette personne est capable. Et si cette personne est capable, le pari que je fais, c'est qu'il va se passer des choses. Si vous changez le regard sur les personnes, si vous décidez donc a priori de faire confiance, il y a fort à parier que le potentiel de la personne va se révéler. Donc l'effet Pygmalion. On continue les devinettes. Plus facile. Qui est ce monsieur? Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov. Et ce monsieur, il a une phrase. Il y a une phrase célèbre donc, qui est utilisée par beaucoup de managers. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ben, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une vaste supercherie. Et à cette heure-ci, il n'y a pas d'enfant, on peut parler de conneries. Pour moi, la confiance, par essence, exclut le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire donc, de lâcher prise. C'est à ce prix-là qu'il y a vraie confiance. Si vous êtes sûr du résultat, il n'y a pas d'acte de confiance. C'est quelque chose qui est tout simplement normal. La confiance est un pari qui nécessite un lâcher-prise. Donc, pour moi, la confiance exclut le contrôle. Je m'excuse auprès de Vladimir. Troisième notion que j'aimerais partager donc, avec vous, c'est, je vais passer un peu rapidement, confiance aveugle. Donc, on parle souvent de confiance aveugle. Je vous ai parlé donc de lâcher-prise. Mais pour moi, on ne lâche pas prise dans n'importe quel contexte. La confiance aveugle n'existe pas, c'est suicide. Si je prends un exemple, je vous ai parlé de ma fille donc, qui a 18 ans, mais j'ai un petit garçon donc, qui va avoir 6 ans. Donc, je lui fais confiance donc, sur plein de volets. Mais par contre, pour aller à l'école, il y a une route où il y a des voitures qui passent un peu vite. Et il y a beau avoir un passage piéton, je lui ai appris à traverser la route. Sur cette route-là, je ne vais pas l'envoyer traverser tout seul la route. Donc, la confiance aveugle n'existe pas. Le propos et l'intention que j'ai, c'est de dire évaluer donc, à chaque fois donc, le contexte pour voir si vous pouvez avoir ce lâcher-prise ou pas. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, alors là, c'est marqué, c'est facile. L'idée, c'est step by step. Cette notion de confiance, elle se construit donc dans le temps. Je vous ai parlé du contexte. En fonction du contexte, on peut progressivement, donc en changeant les contextes, accorder de plus en plus de confiance. Il y a une notion incrémentale dans la construction de la confiance. Ah, vous l'avez vu, j'ai mis des numéros. 1, 2, 3, 4. Il faut que je remonte le micro. Yes. Alors, je suis grand, hein, je suis en limite du micro. Là. Hop, je vais faire comme ça. Allez, ouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Après 4, il y a 5. Et donc, 5, ce que je voulais partager avec vous, c'est 5 fondamentaux pour construire une confiance. Alors, je vous ai parlé interpersonnel, je vous ai parlé organisationnel. Je vais vous donner 5 et 6 tips. Donc, pour la confiance interpersonnelle, les 5 fondamentaux. Je voudrais vous proposer une petite expérience. Normalement, vous avez tous des voitures ou une maison. Yes? Normalement, dans votre poche, vous devez avoir des clés. Est-ce que tout le monde, en tout cas les gens qui sont dans la salle, et puis si à distance vous voulez jouer, vous pouvez jouer aussi, mais ça va être plus compliqué pour moi. Est-ce que vous pouvez sortir vos clés et les tenir devant vous? Yes. Et je vais demander à un candidat au hasard de descendre sur scène et de venir à côté de moi avec ses clés. Allez, au hasard, je ferme les yeux. Là. Oui, le monsieur qui se pousse là. Ouais. On peut l'applaudir. Alors, il va en avoir besoin. Est-ce que je peux te demander de me donner tes clés? Merci. Donc, je peux les 3 soirs, je te les rends dans 2 semaines.
Alors, finalement, je te propose de rester avec moi. Donc, normalement, à ce stade-là, tu te poses 2 questions. C'est tes clés de voiture ou de maison? Maison. Maison. Donc, la première, c'est où est-ce que tu vas dormir sur les 2 prochaines semaines? Taper à la porte, tu fais gratter chez moi. Gratter chez toi, d'accord. Donc, il y a quelqu'un chez toi. Ouais. Et surtout, la deuxième question, et peut-être la plus importante, c'est quelle était mon intention quand je t'ai demandé ces clés? Pourquoi je t'ai demandé ces clés? Est-ce que je te fais confiance? Très bien. Merci. Donc oui, la première des choses, oui, on peut l'applaudir une deuxième fois. La première des choses, donc, pour construire la confiance, c'est de partager et de poser son intention. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Pour moi, c'est la brique de base, si vous voulez, construire une confiance interpersonnelle. La deuxième, beaucoup plus simple, et on en parle beaucoup, il y a un proverbe qui dit pour construire la confiance, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est en termes de comportement, c'est agir conformément par rapport à son intention. C'est à ce prix-là qu'on peut construire donc, une confiance. On va parler de congruence. C'est un terme que Claude a posé ce matin. Donc, le comportement raccord. Oh, super! Merci. Vous voyez quand même là? Hop. Alors, attention, comportement. Il y a une troisième notion qui est primordiale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de parachute. Allez, on va se transposer. On va dire qu'on va prendre dans l'avion ensemble. Quand je prends l'avion, imaginons. Je ne vais pas vous parler de chauve-souris, mais moi, je vais vous parler d'avion. Donc, imaginons, je prends l'avion avec mon meilleur pote, quelqu'un de super, avec de très belles intentions, qui est toujours congruent, c'est-à-dire qu'au niveau des comportements, il respecte toujours ses intentions. Et là, problème, le pilote qui est dans le cockpit a une crise cardiaque. Et pas de bol, ce jour-là, il n'y a pas de copilote. Qui va piloter l'avion? Il se trouve qu'il y a mon meilleur pote qui est là, à qui je fais une confiance aveugle. Et puis, juste à côté, il y a un monsieur qui est odieux. Il picole, il a insulté l'hôtesse de l'air, il insulte tout le monde. Je le déteste. Je le hais, mais c'est physique. Mais il se trouve que ce monsieur, il sait piloter l'avion. Donc, à qui je vais demander de piloter l'avion? Est-ce que je vais demander à mon meilleur pote qui n'a jamais conduit d'avion, ou est-ce que je vais demander au monsieur que je déteste? Je ne sais pas vous, mais moi, je vais demander au monsieur que je déteste. Donc, et qu'est-ce qui fait que je vais faire confiance à ce monsieur pour piloter l'avion? C'est les compétences. Donc, le fait que les personnes soient compétentes sur une tâche donnée, c'est primordial pour accorder sa confiance. Donc, intention, comportement, compétences. Une quatrième chose également, et on retrouve ça beaucoup dans nos environnements agiles, il faut qu'on ait des succès. Si on a des succès ensemble, c'est ça qui va construire, qui va consolider la confiance. Parce que c'est super, hein, si l'intention elle est posée, si au comportement on est congruent, si on a tous les compétences, mais on prend râteau sur râteau, au bout d'un moment, la confiance elle va disparaître. Donc les succès sont nécessaires à la consolidation de la confiance. Et enfin, donc la dernière chose, et cette dernière chose, elle est contre-intuitive. On n'y pense pas forcément quand on parle de confiance. On va parler de vulnérabilité. Souvent, la vulnérabilité, ça peut apparaître comme une faille, et qui dit faille, on ne pense pas forcément à ces notions de confiance. Pourtant, le fait d'exposer sa vulnérabilité, de dire, voilà, je ne sais pas faire, j'ai des limites, au contraire, cette notion-là, ça va permettre de encore amener la confiance un peu plus loin. Donc, voilà. Pour construire la confiance donc, dans une équipe, il y a 5 recettes très claires. Intention, comportement, compétences, succès, vulnérabilité. Et sans surprise, c'est des choses que vous allez retrouver donc, dans des équipes agiles. Je vais passer rapidement sur cette partie-là et je redétaillerai sur la partie confiance organisationnelle. Donc, 5 leviers. Après 5, il y a 6. Donc, 6 leviers pour développer une confiance organisationnelle. Quand vous voulez bâtir une confiance organisationnelle, la première des choses, c'est qu'il y a un cadre, et qu'il y a un cadre qui est partagé donc, entre l'ensemble des acteurs de l'équipe ou de l'organisation. Si on se transpose et si on revient à nos organisations agiles, ces cadres, on les a. Le Scrum est un cadre. Alors, il faut qu'il soit partagé. Il ne faut pas qu'on ait des interprétations différentes de Scrum. Ça peut être un framework maison.
Donc là, je vous ai mis l'exemple de Spotify. Et toujours, j'insiste sur cette notion-là, il faut vraiment qu'il y ait une représentation donc, partagée. On pourrait rajouter donc, un système Kanban ou Safe également sur cette partie-là. Donc, première des choses, pour construire une confiance organisationnelle, un cadre partagé. Deuxième chose, avoir un objectif clair. On commençait à en parler ce matin. Quand on est en Scrum, il y a cette notion de product goal, de sprint goal qu'on retrouve donc dans le Scrum Guide. Et également, c'est des notions de definition of done. C'est des objectifs qui sont clairs, mesurés, simples et qui permettent donc de s'aligner et de construire une confiance organisationnelle. On a parlé d'OKR également. Ça permet d'aligner tout le monde sur un même objectif. Et donc, il y a une présentation qui a été faite par Geoffrey aujourd'hui, donc autour d'Accelerate. La grande force d'Accelerate, c'est à travers 4 indicateurs très simples de pouvoir focaliser l'organisation, de développer la confiance, de délivrer beaucoup plus rapidement. Ces notions de lead time, de deployment frequency, de mean time to restore et de change fail percentage. C'est 4 métriques toutes simples, mais qui permettent de développer une confiance organisationnelle. Troisième, c'est la reconnaissance. Qu'est-ce que j'entends par reconnaissance? C'est que tout le monde trouve sa place donc, dans l'équipe, qu'il y ait des signes de feedback. Donc, dans nos équipes agiles, c'est quoi ces signes de reconnaissance? Oui, c'est de développer cette culture de feedback, se dire quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Alors, il y a cette notion aussi de partage de butin, de rémunération. On va dire les choses. Si dans une équipe, il y a des personnes qui n'estiment pas être rémunérées, alors ça détruit cette confiance organisationnelle. Et la dernière des choses, et il y en aurait d'autres également, c'est donc au niveau des faire valoir ses besoins, que individuellement, on puisse tous faire valoir nos besoins, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, les faire valoir et qu'ils soient reconnus, que dans l'équipe, ça faisait partie d'un petit exercice que Claude a posé ce matin. Donc, c'est partager donc, ces valeurs et qu'elles soient acceptées et que ma différence soit prise en compte dans le collectif, dans l'équipe. Et il faut également des espaces de délibération. Alors, c'est super sympa, donc je suis reconnu, l'objectif est clair, il y a un cadre qui est partagé, mais si je n'ai pas voix au chapitre, ça va être problématique pour moi. Donc, au bout d'un moment, je ne vais pas avoir confiance en l'organisation puisque toutes les décisions elles sont prises sans moi. Et même chose, dans nos organisations agiles, il y a de multiples temps de délibération. On va les retrouver donc, au niveau des rituels Scrum. Donc, au niveau du sprint planning, donc, il y a une délibération sur qu'est-ce qu'on embarque dans le sprint, dans les rétrospectives, dans les daily meetings aussi. J'ai l'opportunité de faire valoir donc, que j'ai des difficultés ou par rapport à des solutions proposées, que je suis d'accord ou pas d'accord. Et il y a cette notion de management visuel, alors que j'avais fait une conf ici il y a 6 ou 7 ans sur cette notion de management visuel. La grande vertu du management visuel, au-delà de partager une même vision, c'est de pouvoir débattre ensemble autour de problèmes et de solutions et de faire valoir ses points de vue. Donc, des espaces de délibération, c'est quelque chose qui, là aussi, est primordial pour construire une confiance organisationnelle. Et il y a également deux autres leviers, et qui très souvent sont absents et qui, pour moi, détruisent donc, la confiance organisationnelle. La première, c'est les tabous. Donc, souvent, si je parle un petit peu de transformation agile, il y a des tabous qui ne sont pas posés sur la table. Alors, pour nous, ça a été il y a une dizaine d'années. Mais quand on se met quand on met en place de l'agilité, il y a des rôles qui peuvent être détruits. Il y a moins de managers puisqu'on va vers l'auto-organisation. Il y en a toujours, bien sûr, mais il y en a moins. On n'a plus forcément des chefs de projet donc à l'ancienne. Et souvent, on fait des transformations, mais on ne parle pas des tabous. On n'explique pas aux gens, non, ton rôle demain n'existe plus. Alors, par contre, tu vas pouvoir faire plein de trucs sympas. Tu vas pouvoir faire product owner, scrum master ou autre. Mais il y a plein de contextes où on dit non, mais on va amener de l'agilité, mais ça ne change rien. Ça, ce n'est pas un bon calcul. Parce que quand il y a des tabous qui ne sont pas dits, à un moment ou à un autre, ça va revenir sur la table. Et là, ça va complètement détruire votre compte. Donc, cette notion de tabou, c'est d'avoir une communication, donc se dire les choses de façon assertive. Donc, assertive, c'est la capacité à délivrer des messages difficiles. Et en transparence, c'est vraiment de parler de tout. Ce n'est pas pour rien que cette notion de transparence, c'est un des piliers donc, du framework Scrum, et c'est quelque chose qui est fondamental dans nos univers agiles. Donc, notion de tabou. Et la dernière chose, la 6e chose pour moi, c'est cette notion de vision.
Et on l'a vu, enfin, cette notion de vision, c'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant donc, pour amener à un collectif. Quand vous avez une vision donc, qui est partagée par un collectif, ça vous permet de franchir des montagnes. Après, il faut que cette vision soit co-construite, elle soit partagée, elle soit comprise, elle soit inspirante. Mais par contre, si vous décrivez une vision qui est une vision floue, enfin, jamais l'équipe ne développera une confiance organisationnelle. Les gens vont rester sur place. Enfin, vous ne pouvez pas demander aux gens d'avancer dans le brouillard. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. Donc par rapport à ça, ça nécessite effectivement de poser, d'avoir une vision produit claire, donc inspirante, partagée, que l'équipe comprend. Et également donc de partager une vision d'équipe, une raison d'être de l'équipe qui soit inspirante. Et pour ça, il y a plein d'outils. Mon propos, ce n'est pas de vous faire un apport ou un cours sur les outils. Vous trouverez plein de choses. Je vous ai mis le Start with Why, mais ça pourrait être d'autres choses sur cette partie-là. Et surtout, une vision qui soit concrète, incarnée. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à mobiliser les gens. Donc voilà, en synthèse, donc pour moi, il y a 6 leviers pour bâtir donc une confiance organisationnelle. Donc avoir un cadre qui est partagé, avoir des objectifs qui soient clairs, des signes de reconnaissance qui soient donnés à chacun, que chacun puisse avoir sa place. Espace de délibération, mon avis compte, je peux le donner et je pèse sur les choix de mon équipe ou de mon organisation, d'avoir cette notion de vision inspirante et partagée et surtout de bannir les tabous. Petit bonus, une petite équation. Alors, une formule magique, non, non. Alors, elle n'est pas magique du tout. C'est juste un petit outil pour vous aider à prendre du recul. Alors, c'est le quotient de confiance. Donc, je vous ai parlé de cadre, d'objectifs, de reconnaissance, délibération. Là, le petit exercice qui peut être fait, c'est je vais noter ça de 1 à 10. 10, le cadre, il est super clair, partagé. Même chose pour l'objectif, objectif clair, partagé. Là j'ai 10. Hein. Par contre, s'il n'y a pas d'objectif, je vais être à 1. Voire même, vous pouvez même vous mettre 0. Hein. Reconnaissance, c'est la spécificité, l'avis de chacun est pris en compte. Des espaces de délibération, donc ouais, j'ai le droit d'apporter mon avis et mon avis est pris en compte. Et à contrario, donc ça c'est en haut, je vais faire, donc, allez, je suis super bon, 10 plus 10 plus 10 plus 10, j'ai 40. En bas, ça va être, il y a des tabous. S'il y a des tabous, il y a un maximum de tabous, ça va être 10. S'il n'y a pas de tabous, ça va être 1. Et le dernier terme, c'est l'absence de vision. On est dans le brouillard total. Si on est dans le brouillard total, on va être à 10. Et par contre, si tout est clair, on va être à 1. Un petit exercice donc, mathématique. Donc, si je fais 10 plus 10 plus 10 plus 10 en haut, ça fait 40. Si je fais 1 plus 1 en bas, ça fait 2. 40 que divise 2, j'ai 20 sur 20. Je vois qu'il y a des matheux dans la salle. Bravo. Je n'ai pas de cadeau, je n'ai pas de goodies, désolé, c'est dommage pour toi. Voilà la petite équation. Et petite simulation. Donc, je mets en place, voilà, je suis une entreprise qui n'a pas mis en place, qui n'a pas encore d'agilité. Ouais, ça arrive, ce n'est pas bien ou mal. C'est comme des entreprises qui gagnent de l'argent, qui délivrent. Et je me fais accompagner par des super coachs agiles, un super cabinet de conseil, j'en connais plein, si vous voulez. Voilà. Il y a un cadre qui est partagé. Voilà, on part sur du Scrum ou du Safe sur cette partie-là. On a formé toutes les équipes, il y a un bon niveau de maîtrise, on est à 9 sur 10. Les objectifs, ils sont clairs. On a mis des indicateurs un petit peu partout. On est à 8. Reconnaissance, on en a profité. Ouais, on va donner des salaires conséquents au Scrum Master et au Product Owner. Hein, donc, il y a des signes de reconnaissance qui sont donnés. Hein. Des espaces de délibération. On met en place tous les rituels qui vont bien. Donc, vous voyez, 9 plus 8, 17, plus 7, 24, plus 8, 32. Par contre, il y a des tabous. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. On n'a pas expliqué, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure. On va détruire certains rôles. Il y a la moitié des managers qui vont faire autre chose. Et puis, en termes de vision, on n'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, on n'a pas expliqué aux gens pourquoi on fait ça. Il faut faire du Scrum pour faire du Scrum. Allez, bon, malgré tout, ouais, on espère être un peu plus efficace. Voilà, je vais mettre un 7 sur 10. Donc là, ça fait 9 plus 7, 16. 32 que divise 16, c'est une caisse. 2 sur 20. Alors, ce qu'on pourrait faire naïvement, on pourrait renforcer le cadre, les objectifs, reconnaissance, délibération. C'est facile, hein, un peu plus de formation. On va rajouter un ou deux KPI, type de reconnaissance supplémentaire, espace de délibération. Allez, je suis presque à 10 hein, là, partout. J'ai mis pas mal d'efforts. Hein. Je passe à 2,25. Pas top. Hein. Il y a une autre façon de voir les choses. Je repars sur mes notes de base. Hein. Donc voilà, je n'ai pas investi plus sur le cadre des objectifs, reconnaissance, délibération. Par contre, j'ai mis tous les tabous sur la table. Et j'ai vraiment fait l'effort
donc avec les équipes, de faire un atelier pour construire donc une vision donc incarnée. Bah, du coup, j'ai dissipé tout ça. Et ben, je passe immédiatement à 7/20. Alors, le propos de cette équation, c'est juste vous faire toucher du doigt que les facteurs les plus importants, ce sont ces notions de tabou qui sont trop souvent donc, dans les organisations et cette absence de vision. C'est vraiment de donner du sens et le rendre concret, ce sens. C'est avoir une vision qui est incarnée, c'est décrire à quoi va ressembler le futur des équipes. À ce prix-là que vous pourrez avoir un engagement donc, dans le changement, une confiance organisationnelle. Voilà, en conclusion et pour résumer, donc mon propos, c'était de vous parler de confiance. Donc, à ce stade-là, normalement, vous avez compris qu'il y a 2 grands types de confiance. Je mets de côté, encore une fois, la notion de confiance en soi, qui est essentielle pour construire une confiance globale. Ce n'était pas mon propos. Notion de confiance interpersonnelle, de confiance organisationnelle. Donc, que ça permet d'amener de la valeur. Donc, ça permet de renforcer la performance individuelle, la performance d'équipe, l'adaptation donc des organisations, la capacité donc à s'adapter, à s'engager dans le changement pour les entreprises. 4 invitations que je vous fais, c'est à changer de regard. Donc, poser un regard, je veux dire, de confiance, un regard Pygmalion demain sur les personnes. On peut le faire à la maison. Mon propos, c'est de le faire au boulot. Accepter donc de lâcher prise. Vous ne pouvez faire confiance aux personnes que si à un moment vous vous mettez dans votre zone de danger. Si je fais un peu de sémantique, le terme de confiance, il vient de confidere. C'est avec foi. Il y a cette dimension donc de lâcher prise, c'est le saut dans le vide. Oui, il y a une prise de risque. Après, la prise de risque, elle est la plupart du temps mesurée. Donc, ça vaut le coup d'essayer d'oser sur cette partie-là. Tenir compte du contexte. Donc, en rappel par rapport à la notion de confiance aveugle, on ne fait pas confiance dans n'importe quel contexte. C'est quelque chose qui est censé mesurer, peser et bâtir la confiance pas à pas. Il y a notre proverbe, citation, dicton commun, c'est que la confiance se perd par un litre et se gagne par goutte. Donc, ça nécessite, oui, effectivement, alors, le propos, c'est d'avoir conscience qu'on peut très facilement la perdre, mais aussi que pour remplir le seau, ça peut prendre un petit peu de temps et accepter de prendre le temps. Je vous ai parlé des 5 leviers donc en termes de confiance interpersonnelle. Donc, je vous invite vraiment à poser à chaque fois que possible votre intention. C'est voilà, pourquoi vous voulez faire les choses. Donc, en termes de comportement, d'être exemplaire, d'être congruent. C'est-à-dire par rapport à vos intentions, il ne s'agit pas de poser une intention et de faire quelque chose qui soit à 180 degrés. Essayez de travailler cette dimension, donc compétences, développer les compétences dans les domaines où vous souhaitez qu'on vous fasse confiance. Accumuler des succès. Donc ça milite pour avoir des petits pas. Donc ce qu'on retrouve dans un environnement agile, c'est le principe des itérations, des incréments produits, et oser être vulnérable. Oser dire que vous ne savez pas faire, oser demander de l'aide. Et vous verrez, c'est quelque chose qui est super. Et en plus, qui permet d'engager les autres. La plupart du temps, les gens, ils sont ravis de vous aider. C'est quand vous dites, voilà, je ne sais pas faire, donc ils sont ravis de pouvoir vous prêter la main tout simplement. Et la dernière des choses, donc, c'est les 6 leviers dont je vous ai parlé. Alors, c'est écrit tout petit, donc je vais le tourner. Vous l'aurez compris, je suis presbyte à mon âge. Donc, la première des choses, donc, c'est cette notion de cadre partagé, d'objectifs clairs, donc d'engranger succès, donc d'avoir des espaces de délibération, d'avoir cette notion de vision partagée, de bannir les tabous. Voilà, j'arrive à la fin de mon propos et donc voilà, j'aimerais vous faire une invitation. Donc vous allez tous revenir donc lundi dans vos différents contextes. L'invitation que j'aimerais vous faire, et c'est une invitation, donc vous n'êtes pas obligé de la suivre, c'est peut-être de prendre quelque chose donc, qui vous a interpellé dans cette présentation et peut-être d'essayer de changer une toute petite chose dans votre comportement. Ça peut être le regard Pygmalion, ça peut être de poser votre intention. Alors, si en plus intention, vous pouvez faire suivre votre comportement ou avoir une prise de recul. On veut voilà. Je voudrais qu'on me fasse confiance sur tel domaine, mais en termes de compétences, je ne les ai pas. Comment je pourrais les acquérir? Voilà. C'est juste peut-être donc de faire un pas de plus sur le chemin de la confiance. Au stade où j'en suis, voilà, je voulais vous remercier. Alors déjà, remercier vous, public, d'être resté là. Il est tard, il est bientôt 17h, ça va être l'heure de l'apéro.
À l'équipe d'organisation de la G-Tour Bordeaux, alors pour sa confiance renouvelée. Ils en ont pas marre, hein, pourtant ça fait, je crois la 7e année, je crois qu'ils me demandent de venir. Alors si je suis tout à fait honnête, et c'est important pour moi que je le sois, les gens qui m'ont inspiré donc, sur cette formation, c'est des enseignants de l'école polytechnique. J'ai eu la chance de suivre une formation donc, cette année en transformation donc, à l'école polytechnique. Et il y a 2 personnes que je voulais remercier, donc, qui m'ont beaucoup inspiré, c'est Ali Armand et Patrice Naudy. Donc, qui m'ont fait des apports donc, autour de la confiance. Et en plus, c'est des personnes qui ont répondu à ma curiosité. J'ai pu creuser avec eux donc, ces notions-là. Je voulais remercier donc, mes pairs, coach agile, coach professionnel, tous les membres de la communauté, mon compère Nicolas, donc, qui est dans mon équipe, la communauté des Colibri Electra, mes étudiants, parce que je suis d'enseignement aussi, et ma formidable famille sur cette partie-là. Et pour aller plus loin, 4 bouquins. Alors, le premier, Confiance et Leadership, c'est le plus complet. Par contre, c'est un bouquin universitaire. Je sais pas forcément, je ne vous conseille pas, mais il y a des trucs sympas. La confiance en soi de Charles Pépin. C'est pareil, un petit livre qui se lit très facilement. C'est un monsieur qui est prof de philo donc en terminale. Il y a plein de recettes autour de la confiance en soi, mais pas que, qu'on peut transposer donc, à l'équipe. Un bouquin que je trouve génial, c'est Turn the Ship Around, que vous trouvez en français également. David Marquet, commandant de sous-marin donc américain, qui a fait le pari de faire confiance à ses équipes et qui a inversé la chaîne de commandement. Il y a plein d'exemples et vous retrouverez donc les environnements donc, agiles. Enfin, moi, j'ai fait mon service dans la marine française il y a 25 ans. C'était pas comme ça. Et, je suis sûr que si ça avait été comme ça, j'aurais peut-être signé. Et dynamique d'équipe, voilà, c'est pour ceux qui veulent creuser. Voilà, 4 bouquins si vous voulez aller un peu plus loin. Et voilà. Et si ça vous intéresse, on recrute à l'Electra. Je vous ai parlé de nombreux rachats, donc il y a plein d'opportunités et dans tous les corps de métier. Donc product owner, scrum master, développeur, toute techno, etc., etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous aurez la présentation, vous pouvez postuler. Voilà, il me reste à vous remercier. Et voilà, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et alors, sur les personnes qui sont à distance aussi, vous pouvez les poser dans le chat. Il y a des orgas qui peuvent relayer les questions. Soyez pas timide, hein, j'ai jamais mangé personne. Oui, c'est moi. Oui. Si on prend les 2 leviers qui sont en bas, il y avait le tabou et l'absence de vision. Pour autant, l'absence de vision, on peut la travailler assez facilement. Mais oui. Quand on arrive en tant que facilitateur ou coach agile ou ce qu'on veut, sur quoi on peut travailler le tabou en fait? Comment on peut identifier, quand on est nouveau dans une équipe, quels sont les tabous en fait qui peuvent s'installer sur le long terme et être difficiles à identifier? Alors, le tabou a ceci de merveilleux. Oui. Alors, pour ceux qui sont à distance, l'excellente question qui m'a été posée, c'est par rapport à cette petite formule, donc, et notamment ce qui est c'est numérateur-dénominateur, donc ce qui est en bas, il y a tabou et absence de vision. L'absence de vision, c'est quelque chose qu'on peut travailler assez facilement. Donc, c'était indiqué dans la question. Quand on est coach agile, on peut réunir l'équipe et travailler ça. Mais comment on fait pour déceler ces notions de tabou? Mais le tabou a ceci de merveilleux qu'en général, tout le monde est au courant, mais personne n'ose en parler. Pourquoi? Parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et là, en tant que coach agile, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le mettre sur la table. La difficulté, je vous ai parlé tout à l'heure de sentiment de sécurité. Si les tabous ne sont pas évoqués, c'est souvent parce que les gens ont peur. Il y a cette notion de tabou, peur de ce que ça pourrait générer, et notamment souvent par rapport à la notion de hiérarchie. Donc derrière cette notion d'évoquer un tabou, en tant qu'accompagnant, l'idée c'est de faire part, ou manager, c'est de faire preuve de courage donc sur cette partie-là. Et peut-être qu'on est intervenant extérieur, c'est plus simple, et le poser et le mettre sur la table. Pour moi, c'est le seul moyen qu'il y a de traiter le tabou, c'est de le partager. Et à la fois, c'est compliqué, parce qu'effectivement, c'est sensible, mais ça peut être étonnamment simple. Il suffit d'une phrase pour poser donc un tabou sur la table. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Yes. A priori, ça répond à la question. Merci. Est-ce que vous avez une autre question sur le chat? Ben, dans ce cas, il me reste à vous remercier et je mettrai donc la conférence en ligne via Twitter et LinkedIn. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et puis on se retrouve demain matin pour la suite de l'Agile Tour Bordeaux.